Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce programme Droit à la parole. J'ai aujourd'hui une immense joie de recevoir une dame, mais pas seulement une dame, j'ai deux invités. J'ai un livre, Les Bictari, que je vous présente déjà à l'entrée de cette émission. C'est mon premier invité, mais j'ai aussi une deuxième invité qui est l'auteur de ce livre. Entre les livres et son auteur, des distances peuvent se faire. Et le livre peut prendre une vie que l'auteur n'a pas du tout imaginée. Voilà l'histoire de ces livres qui va nous être conté par son auteur, mais le livre aussi prendra la peine de se raconter lui-même. J'ai le plaisir donc de recevoir Yolande Elébé Mandembo. Madame, encore une fois, merci d'être là. Merci à vous de me recevoir. Ce n'est pas tous les jours que je reçois une dame dans cette émission, mais recevoir une dame qui a la plume qui écrit, qui réfléchit et qui a le sens du partage de ses idées vers le grand public, c'est toujours un plaisir. Nous allons donc parler de vous, nous parlerons de ce livre, nous parlerons de nous parce que les livres parlent de l'humain. Mais avant toute chose, écrire, ça a commencé comment? Comment la petite histoire? Tout le monde sait écrire et lire, mais faire de l'écriture une activité par laquelle vous vous définissez, ça a commencé comment? Mais c'est une histoire qui commence dans ma jeunesse. J'écris depuis toujours, depuis que je suis très jeune. Je crois que j'ai mis le pied à l'étrier très jeune, par le fait que j'avais des parents, notamment un père qui était lui-même un homme de lettres et qui m'a très vite initié, non seulement à l'écriture, mais surtout aussi au questionnement. Parce qu'il estimait que l'écriture, c'était un art qui se voulait d'être un porteur de messages et que sans message, on ne peut pas écrire. Donc il fallait développer ma capacité à réfléchir, à questionner tout ce que je vois ou tout ce qu'on m'enseigne et ensuite à pouvoir le coucher sur papier. Évidemment, pour arriver au niveau de l'écriture, il a fallu que ces questionnements atteignent des sommets, des révoltes. Êtes-vous une femme révoltée? Je crois que oui. Difficile de l'entendre dire comme ça, mais je crois que oui, je suis une femme révoltée. Je suis une femme qui refuse les acquis. Voilà, j'ai besoin toujours de remettre les choses en question. Remise en question qui est dans ces premiers recueils. Vous écrivez depuis très très jeune, vous avez dit, mais pourquoi vous décidez simplement maintenant de publier? Parce que écrire est une chose, publier est une autre. Pourquoi vous ouvrez la boîte à Pandore aujourd'hui? Bon, je crois que c'est chaque chose en son temps. Je crois que le temps est venu. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité. Depuis très longtemps, les gens qui ont eu l'occasion de me lire me disaient « mais pourquoi tu ne publies pas? Pourquoi tu ne le fais pas ?» Et j'ai eu à un moment d'ailleurs une difficulté du fait que mes tout premiers écrits ont été perdus par un concours de circonstances et c'est quelque chose qui m'a beaucoup blessée déjà à l'époque parce que voilà, c'est des choses que j'aurais aimé peut-être aujourd'hui relire et que je n'ai plus. Et donc tout ça avec le temps, avec le fait que je me suis mise aussi dans les réseaux sociaux à publier et à recevoir encore plus d'encouragement, je me suis dit, bon, je crois qu'il est temps de mettre un peu ça sur la place publique. Voilà. Alors, ce que vous dites, évidemment, pour présenter cet ouvrage, vous dites ceci, ces recueils est une bouteille jetée à la mer, que je laisse aller au gré des vagues, espérant que quelqu'un la récupérera et il trouvera peut-être un peu de son âme. Je reviens sur les derniers mots de son âme. Vous êtes directement dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que je le ressens comme ça. Je crois que l'art, quel qu'il soit, la musique, l'écriture, la peinture, la sculpture, c'est l'âme qui s'exprime. C'est ce qu'il y a de plus pur en l'homme qui s'exprime. Et je crois que, étant donné que je pense que c'est quelque chose d'universel, on est tous liés quelque part. Et c'est pour ça que je sais, et d'ailleurs j'en ai fait l'expérience avec les personnes qui ont lu le livre, tout le monde se retrouve quelque part, quelque chose qui le touche parce que on a tous cette âme-là. Donc voilà. Vous êtes donc dans ce partage de l'âme et de l'homme et de la vie,
Alors nous allons essayer peut-être revisiter. C'est un livre qui est magnifique. Je l'ai lu moi-même toute la nuit, je n'ai pas pu m'empêcher de le lire. Alors je vais essayer de le revisiter avec vous de temps en temps, mais laissez-moi d'abord lire un peu pour partager avec les spectateurs ce que l'on appelle la minute yolandine. Nous allons en parler tout à l'heure. Ce sont des mots, des petites phrases que vous mettez avant le poème lui-même. Qu'est-ce que vous dites par rapport aux mots? Vous dites ceci: les mots sont mon élixir. Je m'abreuve des paroles écrites, des pensées couchées sur le papier, pensées gribouillées, parfois jetées. Les mots sont mon exubérance. La bulle qui me donne de l'oxygène quand je manque d'air. C'était ma minute. Les mots portent la guérison des mots. Vous voyez déjà, nous commençons à entrer dans votre style. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens font des études très longues pour apprendre l'écriture poétique. Chez vous, c'est naturel. Pourquoi? Comment vous avez pu avoir ce don qui ne peut que s'apprendre? Mais vous l'avez naturellement. Déjà, dans 5-6 phrases, nous arrivons déjà au rythme. Comment vous expliquez cela? Difficile à dire, hein. Je pense, non, mais je crois quand même que le don, c'est pas quelque chose qui s'apprend. On l'a ou on l'a pas. Et souvent, on voit d'ailleurs les artistes, souvent, bon, c'est vrai qu'on est devenu dans un monde très commercial, très marketing et tout ça, mais quand on regarde même dans l'histoire du monde, souvent les personnes qui ont développé leur don n'ont pas eu à l'apprendre. On le peaufine, oui. On le peaufine. On le raffine, on l'enrichit, mais on ne l'apprend pas. Mais vous savez que l'essence d'un don indique aussi la conscience d'une responsabilité. Quelle est la votre responsabilité par rapport au don merveilleux que vous avez déjà dit, celui de l'écriture? Quel sens vous donnez à votre responsabilité? Ma responsabilité serait justement de dire ces choses-là qui ne se disent pas souvent ou qui ne se disent plus. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on est tellement porté sur les choses matérielles qu'on oublie un peu l'important, qui est le soi, l'intérieur, ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et je crois que mon écriture se base beaucoup sur ça. Je veux qu'on retourne aux fondamentaux, ce qui fait que l'homme aujourd'hui, l'homme est ce qu'il est. Et vous commencez directement, après avoir écrit sur la plume, vous expliquez comment vous êtes, mais vous êtes directement dans la vie violée. Vie violée, vous n'avez pas dit femme violée, ni homme violé, mais vie violée. Je voudrais refaire avec vous le voyage intérieur de ce poème. Je ne le lirai pas parce qu'il est très fort. Il est très fort et j'aimerais que ceux qui vont suivre cette émission se procurent ces livres et lisent ces poèmes. Mais comment le cheminement? Comment avez-vous pu aller jusqu'à la personnalisation presque de cette douleur? D'abord, c'est parce qu'il y a une révolte justement que j'ai eue depuis un moment de voir que nous sommes un pays où les femmes ont subi beaucoup de choses, surtout ces dernières années, dont les viols. Et j'ai eu l'impression que tout le monde en parle, sauf elles-mêmes. Tout le monde parle des femmes violées, tout le monde parle en leur nom. Mais on ne leur a jamais donné à elles la parole de dire exactement ce qu'elles ont vécu. Et qu'est-ce que c'est pour elles? Qu'est-ce que ça a tué en elles? Et j'ai eu la chance une fois, enfin à plusieurs reprises, mais une fois de rencontrer une jeune fille à Panzi. C'était un peu un hasard. Elle était en train de faire son linge, j'étais là. J'étais venue acheter des palmiers que j'avais pris pour habitude d'acheter pour aller revendre. C'était ma façon de les aider. Et j'ai rencontré cette fille qui, très jeune, très jolie, mais très triste. Elle avait un regard très triste. Et je l'ai approchée, j'ai commencé à converser avec elle à bâton rompu. Et elle m'a expliqué dans des mots très simples son désarroi.
C'est-à-dire qu'elle était au-delà du viol. Elle estimait qu'elle n'était plus vivante, qu'elle n'était plus là, elle essayait de respirer, au fait, mais qu'elle n'était plus là. Et elle m'a montré l'histoire que je raconte là, c'est un peu son histoire, bien que je l'ai un peu plus enrichie, mais c'est son histoire où elle m'expliquait le fait elle ait cette poche sur son ventre qui servait de vide excrément et qu'elle ne voyait pas d'avenir pour elle, que sa vie était finie. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça vie violée, parce que c'est pas juste un corps qu'on viole, c'est bien plus que ça, c'est une vie qui est perdue. Et dans votre écriture, il y a quelque chose de profond que vous allez sortir. Je vais lire juste la partie, hein. Je ne vais pas entrer dans toute l'histoire qui est très très forte. Alors, vous dites ensuite le vide. Je ne me souviens plus de rien. N'insiste pas. Je ne me rappelle plus. Pourquoi veux-tu que je me souvienne? J'étais quelque part, et c'est là où je voudrais insister. J'ondulais dans un nuage flou, ne distinguant plus grand-chose. Je ne ressentais plus, je flottais. Évidemment, pour ceux qui lisent, qui sont spirituels, ils comprennent tout de suite là que vous faites allusion à une expérience spirituelle où l'âme sort du corps pour ne pas subir la douleur que le corps vit. Et surtout pour ne pas mourir. Pour ne pas mourir, il faut sortir du corps. Ce que vous dites là est très fort, madame. C'est extrêmement très fort. Parce que... nous sommes bel et bien à l'intérieur de quelque chose de très profond. Oui. Ce n'est pas simplement un poème, c'est un enseignement que vous ouvrez. Alors dites-nous un peu plus. Écoutez, parce que je me dis qu'il y a un moment donné, je vais essayer de faire simple, hein, voilà. Parce que sinon on va aller trop loin. Mais il y a un moment donné, le corps peut subir jusqu'à un certain niveau. Et l'âme qui est pure, il y a un moment, se doit de se dégager pour ne pas mourir. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer, qu'il y a un moment donné, elle s'est détachée de ce corps qui était en train d'être mutilé. Elle s'est détachée et elle regardait son corps. Vous le dites bien, je vis une jeune fille allongée. Elle me ressemblait étrangement. Elle avait l'air terrifiée. Elle poussait des cris poignants, chevauchée par un homme en treillis. Vous savez, plusieurs auteurs ont parlé d'expériences de mort imminente, où effectivement on a vu, des hommes ont vu leur propre âme à côté de leur corps. Est-ce que ce n'est pas une manière finalement d'indiquer comment on peut survivre à cette tragédie? Comment on peut sauver l'intérieur quand l'extérieur est totalement brisé? Est-ce que vous n'indiquez pas une méthode finalement? Non, non, pas du tout. Je crois que déjà dans un cas comme celui-ci, j'ose croire que c'est réellement comme ça que ça se passe, parce que sinon on ne vit plus. Sinon on ne vit plus. Et d'ailleurs, c'est ce que j'explique aussi dans le livre, que certaines, et c'est vrai d'ailleurs que ce jour-là, pendant que je parlais à cette fille, il y avait une autre qui était assise par terre à côté avec un bébé, et qui n'arrêtait pas de rire, mais d'un rire qui m'a donné froid. Glissé, voilà, qui m'a donné froid, parce que tu sens, c'était de la démence. Au fait, son esprit n'était plus là. Son esprit n'était plus là. Ce qu'elle a vécu, peut-être qu'elle n'a pas pu avoir ce détachement-là. Et elle a perdu. Elle a tout perdu. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer. Oui. Ce poème est très fort, ce poème est très puissant et j'ai dit que je ne le lirai pas. Je vous invite à le découvrir. Mais à la fin, j'ai terminé en disant « Je pleure ma vie violée ». Combien de vies avons-nous violées dans notre pays? Les viols ici n'étant pas seulement celui qui est physique, mais la destruction de tout ce qui est intégrité morale, psychologique, spirituelle. Vous êtes allé plus loin, madame. Et je change carrément. Là, nous avons une vie violée. Nous vous voilà un peu taquine, presque dangereuse. Hein? Presque, excusez-moi le terme, presque sensuelle. Vous mettez en place consacré. Oui. Nous allons, nous allons pratiquement dans
dans les sphères du blasphème, de l'interdit. Bon, voilà. En fait, vous revenez dans ce poème sur la sensualité d'une femme dont l'âme est consacrée à autre chose. Exactement. Comment pouvez-vous parler comme ça? Quelle liberté de penser. Mais parce que c'est la réalité. Je crois qu'il y a des moments, c'est vrai que certaines personnes qui ont lu mes textes me disent quelquefois que je suis... c'est troublant, voilà. Qu'il y a des textes qui sont réellement troublants. Mais je crois que il faut savoir laisser parler l'âme. Et dans ce poème-là, ce que j'explique, c'est cette ambivalence-là entre le choix et la consécration spirituelle qu'on fait et ce que le corps demande. C'est un peu l'envers de Vie violée. Voilà. C'est pourquoi je dis que c'est l'envers de Vie violée. On sent les deux choses à la fois. Donc il y a dans Vie violée, c'est le corps qui, étant sollicité à outrance, perturbe l'âme. Et l'âme est obligée de se détacher. Mais ici, c'est le corps non sollicité à outrance perturbe aussi l'âme. Vous racontez mieux que moi. Ben écoutez, dans Consacré, au fait, c'est vrai que j'indique sans dire. Oui. Parce que je laisse au lecteur le choix de comprendre de qui je parle. C'est terrible ça. Mais bon, je crois que quand on parle d'une femme consacrée, tout le monde sait de quoi on parle. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quelquefois les choix que l'on fait, spirituels ou les engagements que nous prenons, peuvent devenir une difficulté pour nous parce que nous restons humains et que nous avons un corps et que ce corps quelquefois a des besoins qui sont des besoins naturels, hein. C'est pas des besoins c'est là où j'explique que on ne peut pas la condamner pour ça. Elle est humaine et en tant qu'humaine elle a des désirs, des besoins qui sont totalement liés à sa nature humaine. Et je crois que nos vies sont cette guerre, je dis guerre parce que c'est nous qui cherchons à ce que ce soit une guerre. En réalité, le corps et l'esprit doivent être en symbiose. Mais nous avons mis une guerre entre le corps et l'esprit qui fait que quelquefois, on ne sait pas trop s'il faut suivre l'esprit ou suivre le corps. Alors elle dit ceci à son corps: tais-toi mon corps, ne me parle pas. Je t'ai immolé il y a bien longtemps. Tu es sacrifié à l'autel de mon serment de chasteté. C'est magnifique. Votre écriture est merveilleuse. Nous allons découvrir certainement un poème en complet, mais là, je passe rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. Parce que vous voyez, il y a un fil conducteur dans votre ouvrage. Nous le découvrons d'ailleurs ensemble. Vous voyez, nous avons vu Vie violée, nous venons de voir Consacré, mais vous allez plus loin. Vous allez maintenant, vous mettez encore sur le tableau un autre sujet, Fille de joie. Un autre sujet, c'est Fille de joie. Alors celle-là, qui a compris que le corps pouvait devenir un strapontin, s'appelle Fille de joie, mais regardez comment vous les appelez. Elles sont des filles de joie, sans être joyeuses, mélancoliques, tout en paraissant heureuses, ni l'envie d'être là, mais restant chaleureuses, les yeux trahissant leur épopée malheureuse. Je me surprends à admirer leur courage. Ça ne doit pas être simple de braver les regards, surtout celui de ces femmes qui les toisent, méprisant ces filles réputées volages. Je les observe aussi, ces épouses guindées, qui auraient pour certaines besoin de les rapprocher, pour voir en douce ce qu'elles pourraient tirer de ces belles donzelles bien plus inspirées. Car les femmes pointent fréquemment le doigt sur des menaces qui en réalité n'en sont pas. Elles se montrent batailleuses sans réel combat. Et oui, les filles, vous êtes stupides parfois. J'aimerais que vous expliquiez un tout petit peu ce troisième niveau de votre réflexion. Nous restons toujours dans l'âme en rapport avec son corps. Exactement. Moi, je sais pas, j'ai peut-être un regard ou des rayons X sur mes yeux, je sais pas, mais j'aime sonder l'âme. Je m'arrête très rarement et très difficilement sur le paraître, donc ce qu'on voit. Et moi, quand je vois ces jeunes filles, et ma douleur, c'est qu'à Kinshasa, elles sont de plus en plus jeunes à faire le trottoir ou à faire des vies de prostituées.
j'ai du mal à les condamner, j'ai du mal à voir que ça. Je vois avant tout le combat et la douleur qu'il y a derrière, le combat pour la survie qu'il y a derrière. Et je pense qu'on devrait arrêter peut-être de... Parce que j'observe, hein, moi, il m'est arrivé d'aller en boîte de nuit, de voir, parce que la plupart des boîtes à Kinshasa aujourd'hui sont remplies de ces filles-là. Et j'observe un peu aussi le regard des autres sur elles. Et je remarque que les femmes, nous avons un regard souvent très dur, un regard de ces filles très méprisant. Et on oublie souvent que ce sont nos filles, que ce sont des filles quelquefois qui n'ont pas eu la chance que peut-être nous avons eue. Ce sont des filles qui ne le font pas toujours par... D'ailleurs, souvent, elles ne le font pas par plaisir. Et je trouve qu'elles sont courageuses. C'est pour ça que je dis, j'admire quelquefois leur courage de braver les regards comme ça et d'assumer totalement le fait que, bon, ben voilà, c'est ce que je fais. Parce qu'en réalité, quelle différence entre vie violée et femme de joie? Pas fille de joie. Pas beaucoup de différence. Non. Souvent, c'est même les mêmes nombres de partenaires. Oui. Les mêmes corps. Oui. Mais ici, c'est accepté, assumé. C'est assumé sans l'être vraiment. C'est assumé parce qu'on n'a pas... Elles ont du mal à trouver un autre choix. Voilà. Vous l'avez très bien dit. Et cette première partie, pour moi, parce que votre ouvrage a un sens, un fil conducteur, il suffit seulement, comme vous l'avez dit, de se laisser guider par ce livre, on y arrive. Alors, pour pouvoir consacrer, pour pouvoir donner quand même de la baume au cœur à toutes ces femmes, celles dont le corps est devenu une tentation permanente, celles dont les corps sont devenus pratiquement des zones de combat, donc filles violées, femmes consacrées, filles de joie. Vous dites, vous terminez cette première partie, à mon sens, par femme d'Afrique, femme magnifique, beauté d'ébène, beauté mythique. Si seulement tu savais. Réveille-toi, reine de Saba. Réveille-toi, le monde n'attend que toi. Instruis-toi. Lis, cherche, dévore. Tout ce qui peut te rendre forte. Ne laissez-tu donc pas? Sans toi, l'Afrique ne se relèvera pas. Sans toi, les choses ne marcheront pas. Ne laissez-tu donc pas? Belle tu es. Puissante, tu te dessines. Glorieuse, tu deviendras. Si seulement tu savais. Si seulement tu savais, femme d'Afrique, femme d'ébène. Et en ce qui me concerne, c'est la première partie de la série. C'est la femme à qui vous avez consacré, moi je pense, à peu près 65 pages de ces premiers livres. Je me suis trompé dans cette fil conducteur ou c'est autre chose que vous avez vu? Non, c'est exactement ça. J'ai pris ma liberté. Oui. En fait, j'ai commencé par un qu'on a sauté, le baobab, oui, qui est un hommage à la maman. À la maman, à la femme qui se bat, qui fait de son mieux, qui le fait dignement et pas toujours dans les conditions les plus faciles dans notre société. D'accord. Et ensuite, évidemment, j'ai attaqué ces autres sujets qui sont peut-être un peu plus difficiles, mais qui font partie de ce qu'est la femme et de sa société. Je reviendrai sur le baobab, je ne l'ai pas oublié, oui, parce que c'est dans ce poème-là, vous vous remettez en question. Oui. Vous remettez en question ce regard condescendant que les jeunes ont sur les mamans. Tous nous pensons que si j'étais sur le terrain, je marquerais bien les buts gagnants. Mais les conditions du terrain, personne ne les a encore vécues, il ne peut pas savoir. Je reviendrai là-dessus parce que je crois que c'est la grande leçon de cet ouvrage. Mais nous visitons votre ouvrage et après avoir décrit la femme dans sa partie, même en disant qu'elle a un rôle à jouer, elle doit s'instruire, elle doit dévorer ce qu'elle trouve pour lire, elle doit devenir puissante et agissante, mais vous ne dites pas simplement pour elle-même, mais c'est pour la patrie. Et voilà, vous ouvrez sa deuxième partie sur la patrie. C'est pas pour elle-même. La femme, elle est donc pour la patrie. Et pour la patrie, nous trouvons directement le premier poème. C'est le poème même qui a le titre de cet ouvrage. Les Bictari. Je ne sais pas. Pourquoi vous avez choisi ce titre-là? D'entre tous ces poèmes, vous pensez que les Bictari était celui qui portait bien le message?
Moi, je pense que c'est un code que vous me donnez là-bas. Possible. C'est caché. Possible, oui, justement. C'est pour ça je n'aime pas répondre à la question de qu'est-ce qu'un Bictari ou pourquoi le livre s'appelle le Bictari et qu'il y a un poème à l'intérieur qui s'appelle le Bictari. Je crois que les gens, en lisant, peuvent comprendre ce que je signifie par un Bictari. Oui, il y a un code, c'est vrai. Il y a un code et j'aimerais que ceux qui traversent les apparences et vont à la substance, c'est pour qui les apparences ne sont que des indications et qui leur indiquent le chemin à poursuivre. Ceux-là, lisez, cherchez. Moi, j'essaie de trouver les Bictari. Je ne vous dirai pas ce que j'en pense, mais je vous lirai quand même quelques indications. Alors, premier repère, vous dites, j'essaie d'écrire. D'abord, j'ai beau essayer, j'en suis incapable. Ma plume est sèche, les mots me lâchent, mes larmes aussi. J'ai envie de crier, mais rien ne sort de ma gorge. Juste un silence. Que faire dans ce moment-là? Qui n'a pas vécu ça? Devant une feuille blanche, devant un enfant malade, quand l'incapacité nous assaille, quand nous ne pouvons plus, quand nous sentons que nous sommes impuissants, qui n'a pas vécu ça? C'est une première indication pour trouver des Bictari, parce qu'à la fin de ce poème, vous dites ceci: professionnel de la plume, technicien de la poésie, spécialiste des vers et de la prose, je viens châtier votre religion. Indulgent, je demande, mettez ma faute sur le compte du délire. Je délire, j'ai jeté mon plume, j'écris avec un Bictari. J'aurais voulu qu'on passe, hein? Parce que tout ce que nous allons dire ici sera retenu contre nous. En effet. Ça sera retenu contre nous. Et si vous êtes d'accord avec moi, je vais quand même passer, parce que ça devient une émission révélation. Je ne veux pas qu'on arrive aux révélations. Mais quand vous dites, nous sommes la femme qui a vu, en fait, l'impossibilité de trouver des solutions. Vous sentez que vous avez quelque chose en vous, vous ne savez comment le manifester, comment le dire. Et c'est peut-être parfois pour ça que vous déléguez. Vous dites, écoutez, je ne sais pas le faire moi-même. Alors je crois, je vais déléguer, je vais donner le pouvoir à quelqu'un d'autre qui agira en mon nom. Et vous arrivez dans le livre ici, à la grande délégation, celle des honorables députés. Voilà. Donc je ne sais pas tout faire par moi-même. Alors je délègue. Et quand on délègue le pouvoir à ceux qui sont censés être nos représentants, vous dites, hélas, au lieu d'être des honorables députés, ils sont des honorables déceptions. Oui. Racontez. L'honorable déception, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je parle, au fait, c'est mettre un miroir un peu et mettre nos honorables, nos députés, nos élus devant leurs responsabilités. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en réalité, ils sont élus. Ils sont élus, ça veut dire qu'ils travaillent pour nous. Pour nous, ils sont là. Ils sont en réalité, ils ont l'obligation d'agir. Exactement. Nous partons du Bictari, nous partons de l'impossibilité d'agir par nous-mêmes. Et nous disons, bon, nous pouvons le faire, mais peut-être ce n'est pas nous. Alors nous déléguons. Et là, je parle, j'aime bien personnaliser. Je vois au fait un député, c'est un de ses amis qui lui parle. C'est bon, vous le dire. Oui. J'étais connu idéaliste, impénitent, rêvant d'un Congo puissant, député, se battant pour un monde plus tolérant. Tu voulais apporter les changements, faire les choses différemment. Qu'es-tu devenu? Tu t'es battu comme un fauve endiablé, ton idéal ne pouvant abandonner. Tu passais des nuits blanches devant ton clavier, refaisant le monde avec tes pensées, les peaufinant, accro au café. Que s'est-il passé? Tu étais toujours prêt pour les manifestations, ne manquant jamais d'inspiration. Ton cerveau prolifique en pleine ébullition. Refusais en bloc toute compromission. La peur, tu défiais, la poussant à la soumission. Je ne te reconnais plus. Tu étais si brillant.
qu'ils t'ont remarqué, ils ont proposé de te positionner, de les rejoindre pour appliquer tes idées. Après réflexion, tu as accepté. Ta voix parlerait pour les damnés. Qu'es-tu devenu? Tu disais que tu serais resté droit, que toi, le système ne t'aurait pas, que tu allais leur montrer la voie. Rien ni personne n'influencerait tes choix. Tu serais constant et ne bougerais pas d'un iota. Que s'est-il passé, honorable député? Tu n'es plus le même. Tu as changé. Tu justifies ce qu'avant tu condamnais. Plus rien n'est grave. Tout est opportunité. Les morts que tu déplorais sur papier glacé, tu les foules aujourd'hui à tes pieds. Qui es-tu? Je te regarde et j'essaye de te retrouver, entrevoir l'idéaliste, l'homme passionné. J'ai fouillé dans tes paroles si bien formulées pour percevoir le soldat de l'égalité. J'ai beau essayer, il s'est volatilisé. Que reste-t-il? Que dire à ceux qui ont cru en toi, nous les peuples? Sont-ils encore dans tes pensées parfois? Et tes camarades dont les appels tu renvoies, ignorant leurs sollicitations, monsieur le bourgeois, doivent-ils eux aussi perdre leur foi? Qu'as-tu fait de toi? Homme conviction est devenu homme ambition. Homme engagé transformé en homme affairé. Homme tolérant s'est mué en homme violent. Homme dignité s'est changé en homme variété. Homme cohérent n'est plus qu'un inconstant. En réalité, tu n'as trahi personne. Si, une seule personne. Toi. C'est profond, c'est fort. Il n'y a pas de commentaire à faire. Que vous soyez parvenu à personnaliser, à utiliser ce qu'on appelle la fonction cognitive, à nous sensibiliser tous. Nous tous qui avons eu des délégations, il n'y a pas que les députés, vous savez. Nous à qui nos enfants ont confié nos vies, nous à qui nos femmes ont confié leur amour, nous à qui nos maris ont confié leur cuisine. En effet. Qu'avons-nous fait? Honorable déception. Vous êtes très très forte, très très forte. Et ça ne se termine pas là-bas. Parce qu'il y a eu une honorable déception pour ce que nous avons désigné. Alors vous appelez le peuple au vote, à la sanction. Et le problème qui vient, je voterai. Ah oui. C'est exactement non, ça. Vous êtes magnifique. C'est exactement ça. C'est une suite magnifique. Vous êtes très très fort. J'espère que j'ai quand même un peu de temps à cette émission où je suis le seul qui parle. Alors que je suis censé avoir une invitée. Mais c'est ça qui est magnifique. Mais que voulez-vous? Je voterai. Est-ce que vous êtes une femme politique? Est-ce que vous êtes politique? Non, je ne pense pas. Je suis juste une citoyenne de ce pays. Je suis une nationaliste. Je suis une femme qui veut voir mon pays avancer. Je suis une femme qui veut... voilà, je regarde, je suis une mère. Je regarde mes enfants. Je veux que demain, ils puissent avoir un pays où il fait bon vivre. Et je crois que c'est une responsabilité que nous avons tous, parce que si on part du principe, je dis souvent à des amis, quand on discute même de religion, je dis, écoutez, si on part du principe que Dieu ne se trompe pas, j'estime donc qu'en me faisant naître dans ce pays, en nous faisant naître dans ce pays, c'est que nous avons quelque chose à faire ici. Et chacun dans son domaine. Certains, c'est vrai, c'est la vie politique, c'est la vie publique. D'autres, c'est peut-être mon rôle à moi qui est plutôt un éveilleur de conscience. C'est peut-être, on dira, c'est un rôle plus marrant, du fait que, bon, ça ne te donne, en réalité, tu ne t'engages pas tellement, tu parles. Mais c'est un engagement de parler. C'est un engagement de parler et j'estime que chacun doit faire dans le domaine où il se sent bon. Et celui-là est le mien. Et donc oui, je crois que de toute façon, on est tous appelés à faire quelque part de la politique. Peut-être pas active, mais faire de la politique, on en fait tous. Et réfléchir en tout cas sur la société, oui. Ça vous l'avez fait et vous l'avez fait tellement très bien parce que vous dites effectivement dans ce poème-là que le peuple n'est pas totalement perdu, que même si les délégués ont failli, le peuple a encore le pouvoir.
de voter. Je vous passe le vote parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Ce voyage est assez long, mais malheureusement, il n'y a pas assez de temps pour terminer. J'aimerais que nous arrivions à ce que j'ai dans la tête. Alors, c'est vrai que nous sommes dans un pays où nous sommes nés. Vous avez dit, si Dieu ne se trompe pas, nous sommes bel et bien à la bonne adresse. Oui. C'est ici, chez nous. Et c'est d'ici que partira notre destin. Oui. Il est vrai qu'il y a d'autres, pour des circonstances multiples, ont pu quitter ce pays. Ils sont partis à l'extérieur et ont fondé des familles, ont pratiquement pris d'autres nationalités. Et vous, dans ce poème, au moment même où nous parlons de vote, vous faites appel à la diaspora. Oui. C'est le poème qui vient, comme par hasard, un jour, je reviendrai. Vous pensez qu'il y a donc un lien entre la terre sur laquelle nous sommes nés et l'ensemble des voyages que nous pouvons faire ailleurs? Ou pensez-vous que l'homme peut se sentir partout chez lui? L'homme peut se sentir partout chez lui, mais l'homme n'a pas une mission partout dans le monde. Certains, mais ils sont peu nombreux. Et je crois que l'appel de la terre, moi je suis avant tout une Africaine, et je crois que la terre chez nous est quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, n'est même pas seulement chez nous, quand on voit ce qui se passe même en Occident aujourd'hui, où les gens deviennent de plus en plus nationalistes et se renferment un peu sur soi, la réalité c'est que nous avons cette terre, pour moi on a une responsabilité et j'aime dire qu'elle crie. Elle crie, elle nous demande mais qu'est-ce que faites-vous? Et même une diaspora, des gens qui partent, le rapport à la terre reste présent. Le passeport en réalité n'est qu'un papier. Je n'ai pas encore rencontré un membre de la diaspora congolaise que j'ai, enfin j'en connais pas mal, j'ai été moi-même aussi de la diaspora, qui est insensible à ce qui se passe chez nous. C'est impossible. Parce que c'est l'appel du sang, c'est l'appel de la terre, c'est l'appel des ancêtres. C'est l'appel de l'âme. C'est l'appel de l'âme. Vous savez, nous avons atteint notre vitesse de croisière. Il nous est annoncé l'aéroport d'atterrissage. Oula, ok. Alors, nous allons faire quoi, madame? Nous allons prendre, moi je n'ai fait que lire. Vous allez quand même lire un poème. Je ne suis pas habilité à le faire. J'ai fait à ma manière. Mais j'aurais voulu que vous lisiez un peu le poème pour que l'auteur et son ouvrage communient dans une même foi. Que l'écriture et l'écrit se marquent. Prenez celui que vous pensez. Vous allez nous le lire. Ok, au début j'avais pensé à un poème un peu plus marrant, disons. Mais là, avec tout ce qu'on vient de dire, j'aimerais lire un poème qui m'est beaucoup plus, disons, personnel par rapport à ce que à ma conception de la vie et du reste, et de la mort aussi. Et ce poème s'appelle « À ne pas oublier ». Je vous en prie. Si je dois partir avant toi, et que le destin te choisisse pour m'enterrer, célèbre ma vie, mais sans embâge. Ne la rends pas plus belle qu'elle ne l'a été. Ne me fais pas de vains hommages de ceux que je n'ai pas mérités. Partage les mots de ma plume volage, laisse-les vivre pour ne pas m'oublier. N'expose pas ma vulnérable dépouille, que je puisse garder ma dignité. Ne me vide pas de mes entrailles, je veux partir comme je suis né. Banni chant triste de mes funérailles, écoute les mélodies que j'ai aimées. Pour moi, ne construis pas de caveau. Laisse mon corps nourrir la terre. Ne te ruine pas en cercueil coûteux. Là où je vais, je ne saurais qu'en faire. Ne couvre pas mes crépus cheveux. Ils seront ma parure éternelle. Parle de ma folle exubérance. Elle pourrait servir à quelques damnés. Témoigne de mes combats comme d'une expérience. Porte-moi en terre dans la simplicité. Ne fleuris pas ma tombe pour les apparences de ces polluantes couronnes plastifiées. Pardonne-moi si j'eusse péché contre toi, par un mot, une action blessante.
Humaine imparfaite, je fus idiote parfois, laissant derrière incompréhension et souffrance. Mais s'il te plaît, oublie tout ça. Méprise mes faiblesses, apprends de mon ignorance. Pense à moi le temps d'une pause, en dégustant un peu de vin. Écris des mots, juste quelques proses. Elles parfumeront mon chemin, comme une allée ornée de roses, dont les senteurs s'envolent au loin. Fais cela en séchant tes larmes, car en paix, je reposerai. C'est très fort. C'est très fort et c'est un appel à la dignité, un appel à la simplicité, mais en même temps à la beauté de la nature. En lisant ce poème, vous ne savez pas combien il nous est cher. Il nous est cher à nous tous dans un environnement où la mort est devenue un business, où la mort est recherchée même comme un moyen de se faire valoir. En ayant écrit ce vers, vous avez ramené les choses fondamentales. Et je ne peux que vous en remercier, madame. Merci. Il nous reste très peu de minutes, vous voyez, je suis même ému et ce n'est pas professionnel. Je dois rester un tout petit peu froid, mais qui peut rester froid devant tant de force et tant de vie? Votre poème, votre livre, Victari, qui a été publié et présenté, je crois que c'est l'édition Yeman. C'est un petit livre blanc sur fond noir, avec quelques poèmes, mais ce n'est pas seulement des poèmes. C'est en réalité pour moi des appels à conscience. Nous allons terminer, je vais lire un petit poème aussi quand même. Et puis nous allons revenir avec une seule question que je vous poserai sur un poème que j'ai moi-même fait passer, parce que j'allais revenir sur la femme, premier élément de ce poème. Alors, le poème que je vais lire, c'est juste un extrait, c'est l'immortel. 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 Le cimetière est rempli de curieux personnages. Certains d'entre eux ont laissé un héritage. Héritage de découvertes, d'idéaux, de voyages. Imposant patrimoine des sciences et des pensées. Nous transmis par ces êtres inspirés, enrichissant ainsi l'humanité. Peut-on se mentir, venir au monde, vivre, ne rien laisser à mourir? Faut-il se lancer en quête des richesses, amasser une fortune gigantesque, léguée à une progéniture dépensière? Héritage dilapidé en un soupir, dans une ingratitude qui ne saurait rougir. Les géniteurs disparus, même dans leurs souvenirs. Quelle est la quintessence de notre existence? Serions-nous en simple errance, en transit vers une vie qui aurait plus de sens? Est-ce là où se trouve l'essentiel? Faut-il s'en aller pour avoir des ailes? Fermer les yeux et devenir éternel? Le cimetière est rempli de gens qui se croyaient indispensables. Mais certains ont été simplement insipides, locataires inconnus ou célébrissimes d'hécatombe de l'oubli. L'immortalité se veut avant tout terrestre. Elle se nourrit d'amour donné. Elle se transmet dans les œuvres laissées et s'alimente d'idéaux légués à l'humanité. L'univers nous rappelle que nous sommes fragiles, que la vie ne tient qu'à un fil, mais que l'on peut laisser une empreinte indélébile. Toi, l'immortel, tu l'as compris. Parce que ton grain de folie est simplement du génie. Tes idées ont été novatrices. Tes œuvres nous marquent à l'infini. Tes sculptures nous admirons éblouis. Tes inventions nous servent encore aujourd'hui. Tes actions souffrent d'une entraînante mélodie.
Ton idéal subsiste sans être parfois compris. Refuser d'éclairer le monde de ses mains, c'est renier l'existence même du divin. Car nous sommes récepteurs et émetteurs de sa puissante grandeur. Aucun être humain n'est né parfait, mais certains sont taillés pour l'immortalité. Comme Yolande Elebe Mandembo. Quel honneur. Taillé pour l'immortalité. Et je termine avec le baobab parce que vous avez voulu terminer finalement votre œuvre par un acte d'humilité. Aussi loin, aussi grand que nous soyons, gardons dans notre poche les clés de l'humilité. Parlez-nous du baobab et nous terminons par là. Ok. Avant que je parle du baobab, je voudrais juste aussi dire, parce qu'il le faut, que ce recueil contient aussi des illustrations. Et que j'ai travaillé au fait en collaboration avec une amie qui est photographe, qui s'appelle Muriel Munga, dont certaines de ses photos, on a fait une symbiose de mes photos et des siennes, et en qui je voudrais aussi rendre hommage, comme quoi les femmes peuvent travailler, faire quelque chose de beau. C'est faux. C'est faux. Donc voilà, ça c'était le petit clin d'œil à Muriel. Alors pour le baobab, au fait, ce que j'ai fait, j'ai le premier poème qui est illustré à part la plume qui fait l'introduction. C'est un poème hommage aux mamans, en passant évidemment par la mienne. Et le dernier poème, c'est un poème que je rends hommage à nos pères, en passant évidemment par le mien. Donc j'ai voulu commencer par là, commencer et terminer avec eux, puisque si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est par eux. Et dans La femme baobab, j'ai voulu donner une approche réellement sincère de ce qu'aujourd'hui, souvent, nous les filles, par génération, on a toujours l'impression qu'on peut faire mieux ou on fait mieux que les générations passées. Et on ne comprend pas toujours quelle est la quintessence de ce qu'est une femme, quel est son rôle, quelle est la dimension qu'une femme doit avoir, qui est vraiment fondamentale et on l'oublie souvent. Et dans ce poème, je fais la démarche de parler de ce que l'orgueil que j'avais de penser que j'étais meilleure que ma mère, pour finalement me rendre compte que j'avais rien compris et que j'étais bien plus faible qu'elle l'a été. Et je rends hommage à toutes ces femmes, à toutes ces mamans qui se battent au jour le jour. Ce sont des héros, ou des héroïnes de l'ombre. Et je les appelle les femmes baobab parce que elles soutiennent la société, elles protègent la société, elles offrent le repos, elles offrent la protection et quelquefois elles s'offrent elles-mêmes pour pouvoir... Alors, évidemment, je sens votre émotion. Oui. Je vous reprends la parole pour la clôturer. Oui. Vous dites ceci, car être mère, ce n'est pas que donner la vie. Être mère, c'est aimer un enfant pour la vie. Merci. Merci de votre participation à cette émission que vous avez vous-même animée. J'ai été l'invité de ma propre émission. Vous m'avez bouleversé profondément et je crois que les téléspectateurs ont partagé avec moi la même émotion. Les belles lettres, la nourriture de l'âme, l'écriture, les choses essentielles nous manquent terriblement dans ce pays où l'extravagance, où l'exubérance et parfois l'insolence prennent des allures de vertu. Il nous faut revenir aux choses ordinaires, aux choses profondes, aux choses simples. Et Yolande Elebe Mandembo nous a offert là une planche de salut. Je vous demande à ceux qui n'ont pas encore d'acheter ces livres, de les lire, lisez-les en famille, donnez à vos enfants, faites des lectures du soir, prenez les petits-enfants qui lisent, qui s'habituent aux mots, même s'ils n'en comprennent pas le sens. Tel est le secret finalement de la vie. Aller aux choses progressivement jusqu'à toucher aux quintessences, comme elle l'a fait dans le Bictari. Merci pour le Bictari. Merci beaucoup. Merci pour donner la parole. À la prochaine fois, j'espère vous retrouver avec un peu plus
de froideur parce qu'aujourd'hui, j'ai été totalement dans la chaleur du soleil. Au revoir et à la prochaine. Oyo isengeli eza kopesa na Congolais nzela ya kosolola na bopete nyonso. Kobenga ba oyo ya ye na kobanga talo soki mokete. Bisika nyonso bazali na RDC na talo moko pe moko kaka. Aye, olingi ubenga Kongo mobima. Vodacom tout terrain, 9 unités na minute. Et ko benga ba réseau nyonso pe mikili ya poto. Cause laté, luka na lumbango sim Vodacom tout terrain. Soki ozali na numéro Vodacom, fina étoile 1111 étoile 1 dièse yes. Oh yeah.